Salut les amis, très content de vous retrouver cette semaine parce que ça y est, la saison F1 commence, on va enfin pouvoir aller dans le concret parce que les essais sont finis, on commence à y voir plus clair et c'est le moment de tirer les tout premiers enseignements. Qui domine, qui bluffe et surtout qui risque la catastrophe? Eh ben on décrypte ça ensemble, alors installez-vous bien, likez, abonnez-vous et c'est parti pour la vidéo. Alors déjà les amis, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut retenir des perfs globales de ces essais? Eh bien première chose, avant que je vous évoque déjà les classements, c'est le fait qu'on ait connu des essais ultra serrés, sûrement d'ailleurs les 3 jours les plus disputés qu'on ait vus depuis longtemps en essais hivernaux, les écarts étaient très faibles et c'est peut-être le premier signe qui nous révèle que oui, on va vivre une saison exceptionnelle qui sera sûrement l'une des plus disputées de ces dernières années. Deuxième chose, c'est la fiabilité, parce qu'il faut qu'on en parle, on a vécu très peu de soucis mécaniques, c'est quasiment là aussi du jamais vu, c'est là qu'on voit d'ailleurs que l'effet de la stabilité réglementaire sur les monoplaces a joué son rôle, et ce, malgré les évolutions qui ont été apportées sur les voitures. Mais maintenant, on va parler des chronos. Alors vous le savez, ils sont à prendre avec des pincettes, mais forcément, on est obligé de les regarder. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les 5 pilotes en tête du classement ont signé leur meilleur tour en com médium C3, ce qui veut dire au moins qu'on peut jauger déjà les voitures à pneumatiques égaux. Et quand on analyse de plus près, seulement 2 dixièmes séparaient les 4 premiers en tête, avec une Williams, 2 Ferrari, une Mercedes et une Red Bull. Alors évidemment, il faut les prendre avec du recul, on le dit, on le redit, mais c'est le signe déjà que la compétition va être au rendez-vous cette année, et qu'à ce stade, personne ne se détache vraiment. En revanche, ce qu'on peut analyser, c'est le nombre de tours parcourus. Et là, c'est assez intéressant que de voir que d'une équipe à l'autre, on a quand même de gros écarts. Et celle qui a le plus roulé pendant ces essais, c'est Mercedes qui a fait 458 tours, devant Haas 457 et Racing Bulls 454. On a donc un trio de tête très serré, mais ce qui est étonnant, c'est que de l'autre côté du classement, on retrouve un top team avec Red Bull qui a parcouru le moins de tours au total, seulement 304, ce qui veut dire qu'ils ont pratiquement 3 grands prix de roulage en moins. Pas très rassurant quand même pour la suite, on en reparlera. En tout cas, si on compare à l'année dernière les chronos, le meilleur temps signé Carlos Sainz en 1:29.348, il est 6 dixièmes plus rapide que celui de l'année passée, avec en plus un cran de gomme plus dur, et surtout aussi son changement d'équipe, parce que c'était déjà lui l'an passé qui avait signé le meilleur temps, alors c'est le signe que les équipes ont déjà beaucoup progressé. Donc rassurez-vous, même si certaines vont se tourner très vite sur 2026, elles vont pas tout lâcher non plus et on aura sûrement de très belles batailles encore cette année. Côté long relais et simulation de course, maintenant, Red Bull a montré quand même sa supériorité sur les composés C3, Verstappen a évolué 8 dixièmes à une seconde plus vite que la concurrence sur cette gomme, mais Ferrari semble quand même avoir progressé sur les longs relais, un domaine d'ailleurs qui était leur talon d'Achille en 2024. On peut aussi relever que chez Alpine, la 525, elle semble avoir franchi un palier dans la gestion des pneus. Alors sur les composés C1, C2 et C3, les relais longs de Gasly ont montré quand même une usure assez linéaire et une dégradation contenue. Alors clairement, chez les Bleus, le début de saison il devrait être nettement plus serein que l'année passée, d'autant plus que la fiabilité était au rendez-vous. À ce sujet d'ailleurs, petite alerte chez Red Bull, l'équipe je vous le disais plus tôt est celle qui a parcouru le moins de tours, Lawson est longtemps resté immobilisé à cause d'une fuite d'eau qui a limité son temps en piste, pas de quoi quand même les rendre sereins pour le début de saison. Et justement, quelles infos on peut en tirer avant le Grand Prix d'Australie? Qui a tiré son épingle du jeu et qui au contraire peut s'inquiéter? On voit ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, s'il y avait un doute, je vous le dis, il est levé. McLaren a impressionné avec sa MCL 39, Norris a signé le meilleur temps de la première journée après avoir longtemps patienté dans le garage. Alors comme la saison passée, la voiture elle a l'air plutôt homogène, avec quand même des nouveautés sur la disposition des radiateurs, sur l'entrée d'air des pontons et une forme aussi élargie au niveau de l'entrée de la prise d'air. Et on a revu aussi quelques mesures pour un meilleur contrôle de la hauteur de caisse. Alors toujours est-il qu'ils impressionnent dans le paddock, ils pourraient bien en ce début d'année détenir l'arme fatale pour aller chercher les victoires. Et l'autre team qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête, c'est Mercedes. On nous avait prévenu qu'ils seraient cette année en pleine transition, autant côté pilote que côté voiture, et pour l'instant, chez les Flèches d'Argent, on a quand même le sentiment que ça démarre plutôt bien. La voiture elle semble plutôt compétitive, en tout cas à première vue, au moins au niveau des Ferrari, ce qui laisse quand même présager peut-être à mon avis d'un retour aux affaires un petit peu plus régulier que ces derniers temps. Que ce soit des surfaces aéro revues pour optimiser la stabilité, une nouvelle suspension avant pour une meilleure gestion des pneus et une meilleure maniabilité, une répartition du poids en revue,
on sent quand même que chez Mercedes, on a la volonté de rester compétitif sur 2025 et ça se sent. Et puis ce qu'il faut relever aussi quand même, c'est la performance de Kimi Antonelli, qui n'a pas fait d'erreur, qui a été constant, qui a montré son rythme. Franchement, on sent qu'il a été très bien préparé. Et ça aussi, je vous le dis, c'est de bonne augure pour la saison, d'autant qu'il fait partie de ceux qui ont fait le plus de tours pendant ces 3 jours, de quoi aussi emmagasiner un maximum de confiance. Et puis l'autre team dont j'ai envie de vous parler, les amis, qui a aussi été franchement impressionnant, je trouve que c'est l'équipe Williams avec Carlos Sainz et aussi Alex Albon. Alors je sais qu'il faut prendre les chronos réalisés avec beaucoup de recul, mais ce qu'on peut quand même regarder, c'est la performance réalisée cette année par rapport à l'an passé à la même époque. Et au sein de l'équipe britannique, figurez-vous qu'on a gagné pas moins de 9 dixièmes au tour par rapport à la qualif 2024, ce qui signifie déjà que quoi qu'il arrive, on a trouvé de la performance et ça c'est déjà une très bonne chose. Et d'ailleurs, quand on tâte un petit peu l'atmosphère dans le paddock, dans le peloton, on sent qu'il commence à faire peur chez Alpine, Racing Bulls ou encore Aston. Alors tous les ingénieurs louent déjà l'apport de Carlos, avec un retour technique précieux, détaillé. On sent d'ailleurs quand même que l'Espagnol y prend sa mission à cœur, peut-être aussi avec pour ambition de devenir le leader de l'équipe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend pas sa tâche à la légère. Les débriefs d'une heure se transforment en 2 heures de discussion. Alors évidemment, très utile pour les ingénieurs, vous allez me dire. Donc je vous le dis, Williams sera surveillé de près cette année. Alors si Red Bull nous a un temps fait peur avec la fuite d'Odd Lawson, qui l'a immobilisé longtemps, à mon avis, pas de quoi s'alarmer quand même. Verstappen tout comme Marco semblaient plutôt confiants de la performance, alors c'est bien possible qu'ils aient caché leur jeu. En revanche, pour d'autres teams, ça sent quand même plus compliqué. Chez Aston, on sent qu'il manque pour l'instant de la vitesse pure. Alors pas étonnant que l'équipe ne soit pas ici au niveau des top teams, que sont Red Bull, Ferrari ou encore McLaren, mais bon, il y a quand même des petites choses qui laissent penser que ça va pas bien fort. Déjà côté équilibre, les pilotes se plaignent d'une voiture difficile à conduire, notamment dans les virages rapides, alors pas très rassurant, et puis aussi ce qui laisse planer le doute, c'est le fait qu'ils aient quand même pas réalisé de véritables coups d'éclat, aucun chrono vraiment marquant, et puis quand on pense que Williams ou encore Alpine pourraient remonter dans la hiérarchie, ce serait du coup au détriment de leurs adversaires les plus proches, évidemment, ce serait eux qui seraient clairement la cible. Alors point positif au moins, pas mal de tours engrangés, mais pas sûr que ça suffise. Alors dans le même temps, dans le même cas de figure, on a aussi Racing Bulls qui se retrouve à peu près dans la même situation. Alors Laurent Mekies, ce directeur d'équipe, nous avait prévenu d'ailleurs que le team y serait sûrement en difficulté sur ce début d'année, avec un package aéro encore en cours d'optimisation, avec des évolutions qui pourraient venir un petit peu plus tard sur les prochaines courses. Mais pour l'instant, il faudra être indulgent, au moins Isaac a pu accumuler des tours, et ça c'est le principal, mais les simulations de qualif les mettent pour l'instant derrière Aston, mais aussi Alpine. Et enfin, le gros point de l'heure de ces essais, les amis, j'ai envie de dire que pour moi, c'est clairement Sauber. Les chronos étaient systématiquement en fond de classement sur ces 3 jours, les simulations de qualif ont mis en évidence le fait qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec le peloton. D'ailleurs, les pilotes ils s'inquiètent déjà d'une voiture qui semble difficile à exploiter, d'un manque d'équilibre et un comportement imprévisible en virage, donc voilà en tout cas, pas de quoi les rassurer. À ça on ajoute un manque de grip et de performance en ligne droite, et le bilan, il est quand même franchement pas fameux. Alors à moins des développements rapides de leur côté, face au un petit peu McLaren, ça sent quand même pas très bon, même si on sait que l'équipe elle est plutôt dans l'attente de 2026 évidemment avec le nouveau partenariat avec Audi. En attendant, ce qui est sûr c'est qu'il faudra faire avec. Alors maintenant côté tendance de la hiérarchie, pour l'instant ça se dessine, McLaren en tête suivi de près par Red Bull, Mercedes et Ferrari, un peloton compact composé d'Alpine, Williams, Haas et peut-être Aston. Et puis légèrement derrière, Racing Bulls suivi de Sauber. Voilà en tout cas à quoi on peut s'attendre à peu près pour l'instant. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est que théorique. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. D'autant que le championnat va s'ouvrir en Australie, sur une piste qu'on sait atypique, peu abrasive, bosselée et aussi non permanente. Alors elle pourrait nous offrir en tout cas une course mouvementée, ça c'est sûr, mais elle sera peut-être pas la garante de la performance de toute la saison. Les amis, maintenant, ça va être l'heure un petit peu de se mouiller. Qui sera selon vous le premier poleman et vainqueur de cette saison? Dites-moi tout en commentaire et je vous répondrai aussi de mon côté. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous laisse exploser le bouton like et aussi abonnement pour suivre avec moi d'ailleurs toute la saison 2025. Nous on se retrouve très vite pour la première course de l'année. Alors d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent Grand Prix d'Australie et je vous dis à très vite sur la chaîne. À bientôt.